Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très content d'être ici pour la deuxième année en fait. En fait, je vais vous donner un petit peu le contexte sur le projet Web Shelter. En fait, c'est un groupe de parties prenantes en fait qui travaillent sur la question de l'itinérance et la consommation de substances qui ont mandaté l'Institut universitaire sur la dépendance à faire un état de situation sur ce qu'on savait sur les wet shelters, c'est-à-dire les endroits où on permet la consommation de substances à l'intérieur de murs. Et donc là, cet après-midi, on présente des résultats préliminaires d'une revue systématique de la littérature. Et on verra à la fin un peu quelles sont les perspectives pour ce type des services à Montréal. Donc je présente l'équipe. En fait, c'est une revue systématique, donc c'est vraiment beaucoup de travail. Tous les travaux ont été sous la direction en fait, de Serge Prochou, qui est aussi directeur de l'Institut universitaire. J'ai supervisé les travaux d'une équipe de recherche qui était formée en fait de Pierre Toussaint, Ervan Kamgan et Syrah Kamara. Et aussi, on a eu l'assistance de Marie-Lou Pelletier. Donc c'est vraiment une équipe qui a fait vraiment un grand travail pour obtenir en fait les documents qu'on a analysés. Il y a aussi un comité scientifique qui appuie nos travaux. C'est un comité qui est formé des chercheurs qui sont dans différents domaines, différentes universités, différentes disciplines également. Donc il y a Philippe Benoît Côté à l'UQAM et au CREMIS, Jean-Sébastien Fallu à l'Université de Montréal, Marie-Josée Fleury à McGill, Christophe Ouen à l'Institut universitaire sur les dépendances, Suan McDonald à l'Université de Montréal et au CREMIS, et aussi Élise Roy à l'Université de Sherbrooke. Donc l'objectif de la revue systématique était de fournir une typologie des ressources de type wet shelter dans les services visés les personnes en situation d'itinérance qui consomment de l'alcool. Vous allez voir souvent l'acronyme PSI, en fait c'est pour personnes en situation d'itinérance. Et dans ces grands objectifs-là, en fait, on a quelques questions de recherche à laquelle on essaie de répondre par la revue systématique. Je suis désolé, la diapo est un peu chargée, mais en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de questions et on veut vraiment avoir beaucoup de réponses. Donc, une des questions était quelles étaient les missions, les finalités, les objectifs des web shelters, quels étaient les différents modèles qui existaient dans les pays de l'OCDE, en fait, pour que ce soit comparable à la réalité montréalaise, quels étaient les avantages, les inconvénients, quels étaient globalement les effets et les impacts. Éventuellement, on va voir en fait qu'on se penche surtout sur les effets des web shelters et sur les autres services disponibles pour les personnes en situation d'itinérance. Comment ils fonctionnaient, quels étaient les liens en fait entre ces ressources-là et les autres ressources qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance. Ensuite, on voulait voir aussi quelles étaient en fait les meilleures pratiques en termes d'implantation de ces types de services et comment aussi tous ces modèles d'implantation-là pouvaient s'inscrire dans la trajectoire de vie des personnes en situation d'itinérance et en particulier à certaines caractéristiques, par exemple l'origine ethnoculturelle, le fait d'appartenir au pas à une communauté autochtone. Et à la fin, c'est de voir si on pouvait implanter ou pas ce type de services à Montréal. Donc, en termes méthodologiques, on a deux équations de recherche en fait, qu'on a retenues avec trois concepts centraux pour chacune de ces équations-là. Donc, il y a le thème de la consommation d'alcool et l'intoxication dans l'espace public, l'itinérance, l'instabilité résidentielle et les populations vulnérables, et un autre thème qui est l'hébergement temporaire, le centre de jour au centre de nuit. Ensuite, on a les concepts pareils des consommations, d'itinérance des populations vulnérables avec la notion de réduction de méfaits. Donc, bien sûr, tous ces concepts-là ont été déclinés en plusieurs mots-clés qui ont été combinés et qui ont été entrés dans des banques de données pour avoir les résultats, pour obtenir en fait des documents qu'on a à la fin retenus. Donc rapidement, les banques des données qui ont été consultées pour la revue systématique, donc comme vous savez, il y en a beaucoup, donc c'est les bases de données les plus importantes en fait dans les domaines qui touchent principalement les sujets qui nous intéressent. Les critères d'inclusion et d'exclusion, donc pour l'inclusion, on voulait donc des web shelters pour les troubles d'utilisation d'alcool qui s'adressent à des personnes en situation d'itinérance ou qui sont en stabilité résidentielle. Les modèles et les modalités offerts aussi
sur ce type de services, incluant aussi les services qui offrent un programme de gestion d'alcool, donc les MAP. Les revues de littérature aussi et les études primaires. Et on a vu également la littérature scientifique, la littérature écrite, bien sûr. Et on s'est centré sur des documents qui étaient publiés en anglais et en français. Pour l'exclusion, donc on a exclu tous les documents qui portaient sur l'approche logement d'abord parce qu'on voulait se centrer uniquement sur les services qui offraient de l'hébergement à court terme, à court moyen terme. Donc les programmes logement d'abord étaient exclus. Si les études portaient sur la consommation des drogues autres que l'alcool, on les excluait aussi. Si les études portaient sur des individus qui avaient un problème de santé mentale sans trouble d'utilisation de l'alcool, on excluait aussi, et aussi toutes les études qui étaient faites dans des pays hors l'OCDE. Donc voici un flowchart de la documentation qui a été répertoriée. Donc au début, il y avait plus de 6000 documents qui ont été repérés avec les mots-clés dans les bases de données qu'on a montrées. Après avoir donc éliminé les doublons, il restait 4201 documents quand même qui ont été analysés sur la base des titres et des résumés. Et ensuite, il y a eu 4084 documents qui ont été exclus suite à l'évaluation des critères d'inclusion et d'exclusion. Il y a 118 qui ont été analysés de façon complète et ensuite 101 qui ont été éliminés suite en fait à la pertinence pour la revue systématique. Et donc on s'est retrouvé à la fin avec 17 articles, 16 qui étaient des études primaires en fait et une étude qui était une revue de la littérature. Donc les résultats préliminaires de cet après-midi portent en fait sur ces 17 articles. Donc à la question en fait quels sont les différents modèles et là vous allez voir en fait qu'on change un peu de terminologie, on ne parle plus des web shelters mais plutôt des web services parce qu'on s'est rendu compte que dans les études retenues il n'y avait pas uniquement des hébergements, des refuges en fait, donc il n'y avait pas uniquement que des shelters, et il y avait plusieurs autres types de services qui étaient inclus, et donc on parle plus des services de type web. D'ailleurs, c'est vrai que dire web service, ça peut se prêter à différentes interprétations. Et donc, voilà, si vous avez des idées ou des suggestions, on est preneur. Pour le moment, on parle des web services, mais bon. Donc, il y avait des web shelters à proprement parler, donc des refuges avec et sans programme de gestion des consommations d'alcool. Il y avait des dump shelters, c'est-à-dire des endroits où on permet que la personne arrive en état d'intoxication, en état d'ébriété, mais on ne permet pas la consommation à l'intérieur du mur. Il y avait des centres de jour, des hébergements, des transitions, des centres de soins où on permettait que les personnes consomment pendant qu'ils s'attendaient à avoir des soins. Il y avait aussi différents types il y avait des programmes où on combinait un petit peu les modèles. Et donc on voit en fait que finalement les services de type web s'inscrivent en fait à différents moments. Donc il y a des centres de jour, il y a des hébergements à court terme, des hébergements à plutôt moyen, long terme et des soins palliatifs. Donc du coup c'est vrai que ça s'inscrit un peu dans une perspective un peu large des soins, des trajectoires des soins. Parmi les 17 articles en fait retenus, il y a uniquement un essai contrôlé randomisé. Les autres sont plutôt des études parfois longitudinales, mais dont la durée de suivi n'est pas très longue. Donc le niveau des preuves pour le moment n'est pas très élevé dans les 17 articles retenus. Donc on peut parler en fait des effets qu'on voit à relativement court terme des services de type web, des différents modèles. Donc on voit quand même qu'il y a une réduction de méfaits associés à la consommation d'alcool, autant dans les dump shelters que dans les services où il y a un programme de gestion de l'alcool. Il y a bien sûr une réduction, on observe moins des personnes qui sont en état d'ébriété sur la voie publique,
ce qui est aussi logique. On voit également une diminution de la consommation d'alcool, une consommation un peu plus contrôlée parmi les personnes qui participent à des centres de jour où on permet la consommation d'alcool à l'intérieur. On voit aussi une diminution de la consommation de l'alcool qui est non approprié à la consommation, donc que ce soit du rince-bouche ou des désinfectants pour les mains ou autre type d'alcool. Donc on voit aussi que certains services, notamment les services avec un programme de gestion de l'alcool, permettent une diminution de la consommation de ces types d'alcool non appropriés à la consommation. On voit également qu'il y a une diminution des barrières d'accès au logement, notamment parce que la plupart des programmes qui étaient décrits dans les études consultées avaient aussi des liens, des références avec d'autres types de programmes d'accès au logement à plus long terme. Toujours sur les avantages et les effets, donc on observe aussi plus de facilité pour entreprendre une démarche thérapeutique, notamment pour les personnes qui étaient beaucoup plus réticentes à établir des liens avec les services, celles qui étaient plus réticentes au changement également, et ça on l'observe avec les services des web shelters et des dump shelters. On voit pour les services qui offrent un programme de gestion de la consommation d'alcool quand même une économie donc entre 1,09 et 1,21 $ par chaque dollar investi, ce qui pourrait être quand même un argument favorable pour avoir des politiques publiques sur le sujet. Il y a également une amélioration des indicateurs de santé physique et de santé mentale. Dans les études où on mesurait ces aspects-là, ils étaient mesurés avec des échelles validées. On voyait aussi que les programmes où on a la gestion de la consommation de l'alcool, une meilleure stabilité résidentielle chez les participants à moyen terme, meilleurs rapports sociaux, une augmentation également du bien-être et bien sûr une meilleure hygiène. Pour ce qui est des effets sur les autres services qui pourraient venir en aide en fait, aux personnes en situation d'itinérance, on voit une diminution des visites à l'urgence, qui est quand même assez intéressant. Une diminution des hospitalisations, donc logiquement aussi moins de visites en général et à l'urgence, donc moins d'hospitalisation. Moins de séjours aussi en programme de désintoxication, moins de temps de séjour en traitement interne. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils allaient moins en traitement interne, mais que leur séjour était plus court. Des améliorations aussi dans la relation entre les personnes en situation d'itinérance et la police, ce qui n'est pas étonnant non plus parce que dans les programmes qui étaient décrits dans les études, on voyait que les différents corps de police étaient souvent impliqués parmi les partenaires des programmes et plus de participation aussi à des programmes thérapeutiques. Pour ce qui est de facteurs qui facilitent la mise en place des services de type WET, en fait, on voit le fait qu'il c'est important qu'il y ait des critères d'admission qui soient balisés, mais qui en même temps soient souples. Enfin, souvent, les critères étaient évalués au fur et à mesure et ils s'étaient souvent changés en fonction de ce que les gens observaient comme phénomène sur le terrain. C'est important également d'avoir des balises qui concernent les comportements à l'intérieur des services, notamment la consommation, le type d'alcool qu'il est permis de consommer à l'intérieur, la discipline, les heures d'entrée et de sortie, les visites pour les hébergements à moyen terme, la relation entre les résidents. Donc on voyait que plus les balises étaient claires mais restaient souples, donc plus ça facilitait la mise en œuvre de ce type de services. Également, un autre facteur facilitant, c'est que les services soient adaptés à la culture. Parmi les 17 études, il y a eu beaucoup d'études qui s'adressaient en fait à des populations autochtones, donc l'adaptation à la culture était très importante. La présence des personnels 24 heures sur les lieux est important également, comme le fait d'avoir d'autres services sur place, pas uniquement l'hébergement, mais parfois avoir des services comme des activités d'intervention, des groupes de discussion à l'intérieur des services. Les liens, bien sûr, avec les services d'urgence étaient un autre élément favorable. Et tous les aspects liés à l'infrastructure,
à la localisation étaient des éléments qui avaient bien sûr un impact sur la mise en place de ce type de services et évidemment le fait d'avoir accès à un financement durable. Mais il y a bien sûr des désavantages aussi, notamment en fait dans les services où on offre un hébergement à moyen terme. Les auteurs en fait, soulignaient que parfois les résidents restaient trop longtemps par rapport aux objectifs d'hébergement à plus long terme qu'ils s'étaient fixés. C'est-à-dire que c'était des hébergements à moyen terme qui avaient comme objectif de placer les gens dans des ressources à plus long terme. Et donc parfois, pour différentes raisons, les personnes restaient trop longtemps et donc ça allait à l'encontre en fait, des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Des services qui coûtent relativement cher, en revanche, si on tient compte des économies qu'on peut avoir sur l'utilisation d'autres services, en fait, ce sont quand même des services rentables. Il y a des difficultés pour l'embauche de personnel et pour la rétention de personnel également. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de roulements parce que les professionnels qui travaillent dans ce type de services ne sont pas toujours à l'aise de travailler avec la population, soit parce qu'ils sont fatigués, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ce sont des ressources qui exigent une présence 24 heures, donc des horaires parfois variables. Donc ça peut expliquer d'une certaine façon aussi le roulement de personnel. Donc ce sont quand même des éléments et des défis à tenir compte lorsqu'on veut implanter ce type de services. Donc pour le moment, ce sont les résultats préliminaires de la revue systématique. On voudrait en fait faire une étude de faisabilité. Justement, on a, quelqu'un parlait toujours tout à l'heure des pods, donc je vais également faire référence à ces programmes-là. On est également en attente de voir les réponses à une étude de faisabilité qui pourrait en fait répondre, qui pourrait faire suite à cette revue systématique qui est encore d'analyse pour le moment, mais pour voir aussi quelles seraient les conditions qui me permettraient la mise en place des services des types WET qui seraient intégrés harmonieusement à Montréal. Définir aussi quelle offre des services, quel serait le meilleur service. Est-ce que c'est justement un hébergement? Est-ce que c'est quelque chose à plus moyen terme, à plus long terme? Est-ce que ça serait avec un programme de gestion de l'alcool ou pas? Voir également les indicateurs de performance pour voir, une fois qu'une implantation possible sera faite, mesurer les effets et les impacts. Et voir aussi à développer les modèles. Donc ça c'est un peu les perspectives pour la suite de ces projets. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là.